En lançant cet épisode, les plus assidus d'entre vous auront remarqué qu'il n'y en a pas eu il y a 2 semaines. Alors oui, le rythme va un peu changer. Désormais, les épisodes seront publiés au fil de l'actualité. Il n'y aura donc plus de périodicité particulière. Je vais simplement me donner la règle d'en publier au moins un par mois. J'ai déjà du mal à croire que cet épisode est le 17e du podcast et je suis très heureux de bientôt fêter son premier anniversaire. On a parlé d'énergie, de désinformation, d'eau, de migration, de diplomatie, de politique, de psychologie. Et ce podcast me fait rencontrer surtout des gens engagés et sincères. Et en fait, chaque invité m'a même redonné beaucoup d'espoir finalement dans la transition climatique. Et en plus, on a mangé des super flancs. Mais bon, le rythme bimensuel devient de moins en moins compatible avec mon agenda professionnel et municipal. Donc pour garantir la qualité de l'émission, je vais lui appliquer ce qu'on devrait tous appliquer à la planète finalement, faire moins mais mieux. Et étant donné que le rythme des publications sera variable, je vous incite vraiment à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée, comme ça vous êtes absolument certain de ne pas rater le prochain épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne écoute de ce 17e épisode. Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Dans le débat sur l'environnement, on a souvent tendance à entendre des oppositions assez stériles. Le nucléaire contre le renouvelable, les citadins contre les ruraux, le vélo contre la voiture, etc., etc. La vérité, c'est que le débat n'est jamais binaire. Nous aurons besoin de tout le monde pour maintenir notre planète habitable. Et parmi les sujets que l'on oppose, il y a les entreprises contre les ONG, les méchants contre les gentils, David contre Goliath. Une entreprise a un objectif de rentabilité, donc n'aurait soi-disant aucune valeur morale, et l'inverse pour l'ONG. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Soyons très pragmatiques. On ne fera pas la transition sans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si une entreprise veut rester rentable, elle sait bien qu'elle doit être durable. Et un secteur d'activité a particulièrement explosé ces dernières décennies. Je parle de celui du numérique. Alors pour évoquer son évolution et sa transition dans le 21e siècle, je me suis tourné vers une entreprise que tous les Français connaissent. Bonjour Elisabeth Chungui. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez Orange, dans ce magnifique siège flambant neuf, d'après ce que j'ai compris, créé il y a à peine 3 ans, juste après le Covid, à Issy-les-Moulineaux. Donc merci beaucoup de me recevoir ici. Alors avant de rentrer dans le sujet du numérique, de la RSE, puisque vous êtes directrice exécutive de ce groupe Orange en charge de la RSE, donc ce sera évidemment notre fil conducteur aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Donc d'abord, en lisant votre biographie, je vois que vous êtes française, camerounaise, née aux États-Unis, grandie au Cameroun, en Italie et en Belgique. Alors ça, on peut difficilement faire plus international quand même comme vie. Et je lis aussi que le voyage, c'est la seule chose qui s'achète, mais qui rend plus riche. Vous, de quoi êtes-vous plus riche grâce à cette vie internationale ? Je suis riche de plusieurs cultures. C'est formidable, effectivement, la culture anglo-saxonne, le Cameroun, le pays de mon père, la France, le pays de ma mère, et puis cette fibre européenne grâce à mes séjours en Belgique et en Italie. En clair, je suis profondément européenne et profondément africaine. Et j'adore toujours les voyages, même si côté carbone, c'est compliqué et qu'il faut faire des choix désormais. Ah bah ça, c'est sûr qu'on ne peut pas agir non plus partout, hein, on agit chacun à son échelle. Et surtout, je tenais particulièrement à parler de vous parce que vous avez une vie professionnelle qu'on pourrait qualifier d'atypique, d'extraordinaire, d'unique, je ne sais pas, puisque vous avez été d'abord journaliste, diplômé de l'ESJ Lille, vous avez travaillé dans plein de médias que tout le monde connaît, TV5 Monde, France 2, France 5, des émissions qu'on a tous regardées, les maternelles par exemple, et vous avez été notamment directrice culture d'une chaîne qui est juste de l'autre côté de la rue. C'est France 24, du groupe France Média Monde. Alors, donc aujourd'hui, vous avez changé de vie professionnelle puisque vous êtes dans le monde corporate, en charge de la RSE, directrice exécutive. Comment est-ce qu'on passe d'une carrière à une autre quand elles sont aussi différentes ? Eh bien, peut-être, je reviens à votre première question, parce que cette enfance nomade m'a apporté une grande capacité d'adaptation. Et effectivement, il en faut de l'agilité, de la souplesse même pour faire ce grand écart. Mais il y a quand même un point commun. Le fil conducteur, c'est vraiment l'engagement.
parce que pendant ma première vie professionnelle dans les médias, j'ai toujours eu une forme d'engagement. La première, ça a été à l'insu de mon plein gré, comme disait l'autre, comme disait Richard Virenque, quand j'arrive sur le marché de l'emploi à la télévision, à une époque pas si lointaine, hein, je ne suis pas centenaire, où il y avait très peu de présentatrices métisses à la télé, donc j'ai été confrontée à la discrimination, et donc de là est né un engagement pour la diversité, puis ensuite un engagement féministe qui se cristallise quand je présente les maternelles au moment où j'ai mon premier enfant et que je touche du doigt, voilà, moi-même, mais également toutes ces mamans qui ont beaucoup de mal à jongler entre charge mentale, enfant, etc. Et je dis bien maman parce que ce sont toujours elles qui ont le plus de charge mentale. Un engagement fort aussi sur des sujets d'inclusion, aussi lié à mon parcours personnel, puisque mon fils aîné est autiste et je me suis beaucoup battue pour qu'on ne le mette pas sur le bord de la route. Et vous avez écrit un livre à ce sujet. Absolument. Et puis, le dernier engagement, c'est l'environnement. Au moment où j'ai milité pour Action contre la faim, j'ai été au conseil d'administration d'Action contre la faim, à un moment vraiment où on voyait de plus en plus de bénéficiaires victimes du changement climatique. Et puis, finalement, voilà, à un moment passé de l'influence à l'impact. Donc c'est toujours une forme d'engagement aujourd'hui chez Orange, mais avec l'impact et la capacité d'agir très concrètement avec des résultats mesurables. Ça, c'est ce qui m'enthousiasme quand je me lève tous les matins. Les fameux KPI, comme on dit voilà. dans le monde corporate. En plus, à l'époque, c'était donc Stéphane Richard qui était encore donc, patron d'Orange. Aujourd'hui, c'est Christelle Edman qui a une particularité, c'est qu'elle fait partie des 4 femmes CEO du CAC 40. Il y a encore une très très grande majorité d'hommes. On n'est pas encore à la parité à ce niveau-là. Vous avez dit vous-même dans un TEDx que j'ai vu, d'ailleurs j'incite tous nos auditrices et auditeurs à aller voir, TEDx Yaoundé sur YouTube, vous dites que rien ne vous prédestinait à cette carrière. Alors, vous avez parlé de ce qui vous motivait, en fait, de ce qui vous aide à vous lever le matin, justement, et de vous dire « j'ai de l'impact ». Quels ont été vos freins, au contraire? Parce que vous dites que rien ne vous y prédestinait, mais qu'est-ce qui vous a fait croire, vous-même, que rien ne vous y prédestinait? Rien ne me prédestinait à passer des médias à un comité exécutif d'une entreprise du CAC 40. Oui, effectivement, oui, parce que en plus, pas n'importe laquelle, une entreprise de polytechniciens, de techos, de moi qui suis littéraire, moi qui n'ai pas brillé par mes résultats en maths, comme quoi c'est aussi un message que je passe, parce qu'il y a tant de femmes qui s'auto-censurent, qui ne vont pas vers les métiers de la tech, si elles sentent qu'elles sont pas très bonnes en maths, etc. Non, c'est possible, c'est possible. Donc, oui, ce qui m'a motivée, c'est vraiment l'envie d'avoir de l'impact, l'envie d'être utile, et puis après, voilà, un parcours où, à un moment, ça a été pour moi une manière de rebondir après une grave maladie. Donc c'est une deuxième vie qui recommence. J'avais une deuxième vie, je me suis dit j'aurai aussi une deuxième vie professionnelle parce que je vais en faire autre chose. Donc le frein, ça a été l'autocensure, parce qu'une fois que j'ai identifié la boîte pour laquelle je rêvais de travailler, et il n'y en avait pas 36 000, hein, c'était Orange. Pourquoi Orange? Parce que plusieurs raisons. Premièrement, à l'époque où je voyageais beaucoup en tant que reporter en Afrique, c'était le début des années 2000, donc c'était l'arrivée de la téléphonie mobile sur un continent qui n'a quasiment pas connu le téléphone fixe. Et donc, d'un seul coup, cette ouverture sur le monde avec l'arrivée d'Internet, puis du mobile, d'un seul coup, cette capacité à sortir pour des jeunes de l'informel, parce que soudain, avec la connectivité, il était possible de monter un petit business. C'est les transactions financières, le mobile money, etc., qui permettent aux gens de la diaspora d'envoyer de l'argent à la famille pour que la famille, les jeunes puissent investir, etc. Enfin, ça a été un levier
incroyable de la croissance économique du continent africain. Donc déjà, pour ça, Orange était formidable. À l'époque, Orange avait un prix littéraire aussi et avait lancé aussi, donc en France, mais aussi un prix littéraire très important en Afrique pour soutenir les éditeurs africains. La Fondation Orange, je connaissais aussi puisqu'elle a 30 ans enfin, on est la seule fondation d'entreprise à avoir fait de l'autisme un axe de mécénat depuis 30 ans, à une période où il fallait encore accompagner la recherche, où ce trouble était méconnu. Donc tout cela, et puis le fait effectivement qu'Orange soit implanté en Afrique, moi profondément européenne et africaine, voilà, il n'y avait pas 36 000 envies, donc c'était Orange, mais une fois que je me suis dit, ok, c'est Orange, je rêve de travailler, et comment je fais ? Puis là, une conjonction astrale, j'apprends que mon poste se libère, j'ai succédé à Christine Albanel, l'ancienne ministre de la Culture, et puis là, effectivement, je me suis dit, non, mais il y a une chance sur 100 000, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Et puis en fait, il a fallu une rencontre déterminante, quelqu'un qui m'a dit, mais bien sûr, c'est possible, parce que, ok, tu n'as pas fait Polytechnique, mais regarde les soft skills, tu vas incarner ces engagements avec sincérité au moment où, pour la première fois, dans le plan stratégique du groupe, il y avait des objectifs RSE, il fallait opérationnaliser, et pour opérationnaliser, il faut convaincre, et donc il faut être sincère, et donc il faut être capable d'être éloquent, il faut être capable d'être à l'écoute des besoins des parties prenantes. Et toutes ces qualités, finalement, je les avais grâce à mon métier de journaliste. Donc voilà, les premières réunions ont été un peu arides, hein, quand j'ai dû apprendre le vocabulaire corporate, celui d'Orange, plus toute une série de notions de physique, d'électricité, voilà, qui étaient très loin. Mais voilà, maintenant, ça fait 5 ans et je me sens comme un poisson dans l'eau. Oui, au début, c'était finalement un travail de journaliste, en fait, à aller voir Exactement. tout le monde, comprendre. Et la capacité, c'est aussi ça qui m'a aidé, cette capacité à aller à creuser les dossiers pour en comprendre la substantifique moelle et donc la vision stratégique. Alors, dans le cadre justement de cette fonction, vous êtes aussi présidente de Capital Filles. Alors, je ne connaissais pas. Et donc j'ai vu que ça avait été créé par Orange, justement, en 2012. Et donc à travers cette association, vous sensibilisez des lycéennes, des collégiennes et désormais des Bac+1 aussi, aux stéréotypes de genre afin de les aider à croire en leur potentiel. Alors qu'est-ce que vous dites justement à ces jeunes filles pour qu'elles croient en elles ? Alors, la sensibilisation, c'est la première étape. Donc on intervient essentiellement en seconde parce qu'il faut savoir que c'est une association qui cible en particulier, qui accompagne les jeunes filles des quartiers prioritaires de la ville, des milieux ruraux, de cette France qu'on dit périphérique, parce qu'elles subissent un triple plafond de verre. Le genre, l'origine sociale, la géographie. Et donc, toute une série d'auto-limitations aussi. Moi, j'ai souvenir de nos filleules qu'on a accompagnée, qui était en milieu rural, en Bretagne, qui vient de rentrer à la Sorbonne, et qui nous a dit « Mais sans vous, jamais je me serais projetée dans la plus prestigieuse université parisienne. » Donc, ça commence par leur dire « Tout est possible », déconstruire notamment les stéréotypes de genre liés aux métiers scientifiques, parce que c'est à ce moment-là que ça se joue, ça se joue même bien plutôt dès le début du collège, et on aimerait bien progressivement pouvoir intervenir dès la 4e. Oui, les filles doivent investir les métiers de la tech, sinon on va en reprendre pour un siècle d'inégalité. Et donc ça, c'est un gros message qu'on fait passer dans les lycées où nous faisons des ateliers collectifs. Et puis, en terminale, on a l'intervention sur mesure. Et c'est là toute la spécificité de Capital Filles, c'est que c'est une association qui met en relation des salariés en entreprise, des collaboratrices en entreprise,
et des filleuls de terminale parce que c'est un moment où il faut donner un coup d'accélérateur, où elles se perdent dans la jungle de Parcoursup, donc les clés pour une bonne orientation, la motivation pour passer les examens, pour décrocher leur bac. Donc c'est vraiment un accompagnement sur mesure, sur une année, entre une marraine en entreprise et une filleule. Et ça marche, puisque nos filleuls ont un taux de mention au bac bien supérieur à la moyenne nationale, et puis avec des beaux parcours après. Donc ça peut être Sciences Po, ça peut être les métiers du développement durable qu'elles ne connaissaient pas du tout, les métiers de la data, de l'IA. Donc voilà, on a beaucoup de belles histoires, mais il y a énormément de besoins. On a accompagné déjà 60 000 filles depuis la création de l'association, et comme le programme fonctionne de plus en plus, on a besoin de plus de marraines, donc de plus d'entreprises qui adhèrent. J'en profite pour faire passer le message. Et ben, le message est passé. Et justement, les jeunes filles, pour qu'elles se projettent, elles ont besoin d'exemples. Voilà, pour qu'il y ait des femmes scientifiques, il faut qu'on ait plus de Valérie Masson-Delmotte. Pour qu'on ait des femmes astronautes, il faut qu'il y ait plus de femmes astronautes. Vous, qui ont été vos exemples ? J'ai un parcours tellement éclectique que ce serait très difficile. Ou des femmes qui vous ont inspiré. Ah oui, évidemment, des femmes qui m'inspirent. Je pense évidemment à Simone Veil, en premier lieu. Simone Veil, oui. Mais il y en a eu tant d'autres, invisibles parfois, que l'histoire oublie. Je pense à Sophie Germain, qui est le prénom de mon plus gros bébé. Je m'explique, je suis marraine du dernier navire câblier de la flotte d'Orange, puisque nous avons une flotte de navires câbliers qui installe et entretient les câbles sous-marins qui relient le monde entier. Et ce dernier bébé, toujours avec un souci de consommation énergétique, il est particulièrement... il a des batteries embarquées, il peut être branché au réseau électrique lorsqu'il est au port, donc il a une efficacité énergétique bien meilleure que ses prédécesseurs. Et donc j'en suis la marraine. Et quand on m'a dit, je ne sais plus, on m'a dit voilà, on voudrait l'appeler, alors c'était encore une fois un nom d'un homme scientifique, j'ai dit écoutez, vous êtes gentil, mais je ne serai marraine de ce navire que si il porte le nom d'une femme scientifique. Et donc voilà, c'est Sophie Germain. Qui a dit qui pour la petite histoire a dû se déguiser en homme pour poursuivre ses études supérieures dans un établissement scientifique de renom au début du 19e siècle. Sous peine de ne pas être accepté. Voilà. Bon, heureusement, le monde a quand même un peu évolué. Pas assez, mais il a évolué. À travers justement votre combat pour l'égalité des chances, vos succès, les perspectives aussi possibles, est-ce que vous concevez la vie aujourd'hui comme il y a 10 ans ? Non, je conçois... Non, aujourd'hui, j'avance dans la vie avec beaucoup plus de confiance qu'avant. Et c'était pas gagné. C'est positif. En général, on me répond le contraire. Non, mais qu'est-ce qui m'a donné cette confiance ? Le premier élément, c'est... J'ai soulevé des montagnes pour faire diagnostiquer mon fils autiste, pour qu'il soit pris en charge. C'est un parcours de chaque instant, mais avec une victoire incroyable, puisque un enfant qu'on voulait mettre à 4 ans et demi en hôpital psychiatrique en m'expliquant qu'il serait incapable d'apprendre à lire et à écrire, vient d'avoir son bac français avec 14 à l'écrit et 12 à l'oral. Félicitations. Merci pour lui surtout. Et donc voilà, ça m'a donné une force. Je me dis, quand on arrive à gagner ces combats-là, même si ça reste un combat de tous les instants, ça arme quand même pour la suite. Et puis le deuxième élément, c'est quand on réchappe d'une maladie grave et que ça se joue à un cheveu, on apprend aussi la prise de recul. Moi, quand je me trouve dans des situations de stress, et dans le monde de l'entreprise, il y en a, il y a toujours un moment où je respire, faire un petit exercice de yoga respiratoire, et puis je me dis, bon, okay, même si je ne prends pas la bonne décision, qu'est-ce qui se passe ? Personne ne va mourir ? Non. Donc, vas-y. Et on se dit, c'est pas grave. Et puis en général, la bonne décision est celle que l'on prend.
Et une question que je pose à tous mes invités, est-ce que vous êtes éco-anxieuse ? Je le suis dans certaines circonstances, une précisément. Ma maison au Cameroun est en contrebas d'une colline où il y a eu des constructions anarchiques. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, les glissements de terrain se multiplient à Yaoundé. Et il y a eu un mini glissement de terrain à 20 mètres de ma maison, qui a emporté une petite maison, heureusement, la voisine, je ne sais pas, l'instinct, elle a entendu un fracas, elle a pris son bébé, elle est sortie, et tant mieux, parce que sa maison a été détruite. Et donc voilà, moi, ma mère vit toujours dans cette maison, j'ai de la famille dans cette maison, et moi-même, quand j'y vais, je suis plus tranquille, parce que je me dis, qu'est-ce qui se serait passé Et ces glissements de terrain, on sait très bien que ce sont les conséquences des pluies de plus en plus diluviennes, de plus en plus fréquentes, et donc du changement climatique. Et derrière la sécheresse. Donc voilà. Donc là précisément, je suis éco-anxieuse. Après, voilà, moi je suis toujours dans l'action, donc je préfère penser à tous les programmes que mes équipes et moi mettons en place pour au moins que Orange prenne sa part et participe à limiter les dégâts avec une stratégie de décarbonation très ambitieuse. Et voilà, ce travail quotidien auprès des équipes, sur le terrain, me permet d'être raisonnablement optimiste quand même. Et de toute façon, les entreprises sont clés parce que ce qui me rend éco-anxieuse, c'est l'inertie du politique parfois. Quand je vois que les COP se succèdent et qu'il ne se passe pas grand-chose, je me dis, voilà, là on a besoin des entreprises et donc on a besoin des citoyens parce que nous on s'engage, mais les clients aussi doivent adopter des comportements plus responsables. Elisabeth Tchoungi, dans le monde corporate, on aime bien les acronymes, il y en a partout. Voilà. Donc dans une politique RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a 3 piliers, E, S et G, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Et en fait, quand je vous écoute et quand je vois votre parcours, donc il y a évidemment un pilier S, un pilier social, qui est extrêmement important. J'ai le sentiment que dans les entreprises ces dernières années, alors beaucoup moins aujourd'hui, mais tout a commencé par le E, en fait. Tout a commencé par l'environnemental, on parlait surtout de décarbonation. Et est-ce que vous aussi, vous avez eu ce sentiment qu'il y a eu peut-être un peu trop d'attention sur ce pilier-là et qu'on a pris un petit peu de retard sur le S et le G, mais qu'aujourd'hui, ça s'est quand même lissé ? Chez Orange, en tout cas, ça a toujours été équilibré. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours été un opérateur très ancré dans les territoires où nous opérons. Donc forcément, les sujets de fracture sociale, donc d'accessibilité au numérique, c'est quelque chose qu'on a toujours pris dès le départ. Et d'ailleurs, dans notre plan stratégique, le premier où il y avait des objectifs RSE, donc en fin 2019, il y avait des objectifs environnementaux, net zéro carbone en 2040, mais également des objectifs sociaux. Bon, évidemment, tout ce qui concerne le genre, 35% de femmes dans les réseaux de management et 25% de femmes dans les métiers techniques, mais également des objectifs d'accompagnement des populations plus éloignées du numérique. Alors c'était un objectif qualitatif à l'époque, à savoir ouvrir un Orange Digital Center par pays. Qu'est-ce que c'est les Orange Digital Center ? Eh bien, c'est formidable.
C'est un endroit où on forme gratuitement des jeunes au métier du numérique à haute valeur ajoutée, où on accompagne des startups. Et le dispositif est très puissant, particulièrement en Afrique, où il y a un taux de chômage chez les jeunes très élevé, et où il y a en même temps plein de potentiel. Et donc voilà, on a aujourd'hui un réseau de 25 Orange Digital Center, plus dans les grandes métropoles, capitales, plus 24 dans les régions, avec des taux de réussite, par exemple dans certains, à Dakar, 90% des jeunes qui passent par nos formations trouvent un job à la clé. On a évidemment mis, pour reprendre un mot corporate, un KPI de féminisation pour s'assurer, et on a des promotions de 40% de filles en Tunisie parfois. Enfin, c'est vraiment un succès. Et donc, fort de tous ces programmes, je me suis dit, ce serait bien aussi de se fixer des objectifs quantifiés du nombre de personnes qu'on accompagne. Et donc, là, depuis en 5 ans, on a accompagné 2,5 millions de personnes aux usages du numérique pour améliorer leur employabilité et on vise 6 millions en 2030. Et donc derrière ces chiffres, il y a des histoires formidables et c'est ce qui m'anime tous les jours. Alors je vais vous parler justement d'inclusion numérique un peu après. Donc juste une précision, KPI, donc Key Performance Indicator. Donc voilà, donc je précise, je pense notamment à ma femme qui va forcément écouter cet épisode comme tous les autres, qui à chaque fois quand je rentre, qui me dit mais qu'est-ce que tu me parles de ta novlangue. Voilà, donc je sais que cette question pourrait être posée, donc comme ça voilà, le sujet est posé. Donc je suis parti d'un constat, c'est que tout le monde connaît Orange. Tout le monde, vous avez 300 millions de clients à travers le monde, et puis en France, même si vous n'êtes pas client Orange, vous connaissez Orange. Bon, je suis client, j'ai ma Livebox, voilà, comme tout le monde. Mais en matière de RSE, concrètement, quels sont vos leviers d'impact? Parce qu'on se dit Orange, est-ce que c'est un impact matériel, physique? Est-ce que c'est la manière dont on conçoit la Livebox? Est-ce que c'est immatériel? Est-ce que c'est l'impact de la 5G, des câbles? Concrètement, vous, en tant qu'entreprise de télécom, où est-ce que vous avez le plus d'impact? Alors, vous parlez des impacts positifs ou négatifs de l'empreinte carbone à atténuer ou positif de décarbonation, mais vous avez raison de parler des impacts négatifs. Oui, alors effectivement, pour être net zéro carbone en 2040, il faut activer beaucoup de leviers. Le principal levier, c'est l'énergie que l'on consomme pour nos réseaux, nos bâtiments. Enfin, en gros, pour faire court, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a commencé par agir sur le scope 1. C'est-à-dire le scope 1, c'est les émissions de gaz liées à notre activité, bâtiment, chauffage, etc., réseau. Le scope 2, c'est l'empreinte carbone de l'électricité que nous utilisons pour faire fonctionner notre activité. Et donc c'est pour ça que le premier levier, ça a été améliorer l'efficacité énergétique de nos réseaux, c'est-à-dire des modes veille, avec l'intelligence artificielle en plus, on va aussi pouvoir éviter le nombre de pannes, donc de véhicules d'intervention, parce que ça aussi, ça consomme de l'énergie, donc ça émet du carbone. On a évidemment massivement recours à l'énergie, aux énergies renouvelables. C'est le principal levier. Le plus dur maintenant, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Ce sont les émissions liées à celles de nos fournisseurs, essentiellement. Et donc pour ça, on développe massivement l'économie circulaire. Et donc notre programme emblématique en France, c'est le programme RE. C'est-à-dire aujourd'hui, les boutiques Orange sont les boutiques où vous trouverez le plus grand choix de mobiles reconditionnés. On a un service de réparation, on les recycle, on encourage les clients à garder le plus longtemps possible leur téléphone. Ça fait très longtemps qu'on recycle les box aussi. Une box a une durée de vie de 10 ans, donc peut passer par 10 usagers différents. Et donc ça fait il est très probable que votre box, si c'est pas le dernier modèle, il est très probable qu'elle soit une recyclée. Hein.
Oui, je veux dire 10 ans pour une box, je connais pas grand monde qui a gardé sa box 10 ans. Il y a les nouveaux modèles qui viennent. Alors à chaque fois, Oui, ils sont moins consommateurs que les précédents, donc oui, c'est bien. voilà, parce Ouais. qu'effectivement, on introduit par exemple, des modes veille. On a aussi, même sur les matériaux, on travaille sur les matériaux. C'est tout un. Nos box sont de plus en plus éco-conçues, donc. Et on entend souvent parler des petits gestes. Et alors moi, par exemple, la nuit, je coupe mon Wi-Fi. C'est un très bon geste. Bravo, je Et, vous félicite. mais et c'est utile? Oui, c'est Oui. utile. D'accord. Donc il vaut mieux le Chaque faire. geste compte. Parce qu'à chaque fois, quand je le coupe, je me dis bon, c'est bon, je le fais parce que ça doit sûrement être bien. Mais est-ce que ça a vraiment un impact sur ma consommation d'énergie? Les petits ruisseaux font de grandes rivières. De la même manière, quand vous êtes sur votre mobile, eh bien, dès que vous êtes dans un endroit où il y a du Wi-Fi, connectez-vous au Wi-Fi. C'est moins C'est moins consommateur. consommateur. Et Mm. on a une idée reçue aussi qu'on a entendue, alors il y a quelques temps pardon, lorsque les antennes 5G sont apparues, les antennes 5G vont faire exploser la consommation parce qu'elles consomment plus que les antennes 4G. Est-ce que c'est vrai? Alors non, ça c'est vraiment une idée reçue. Au contraire, la 5G a été lancée pour absorber l'explosion du trafic de données. En 10 ans, si on prend 2014, 2024, cette décennie-là, usage multiplié par 10. Donc, le réseau 4G, pour faire court, consommait beaucoup plus d'énergie pour absorber ce volume grandissant de données que la 5G, qui est conçue précisément pour absorber un volume grandissant de données. Et on entend aussi parler un peu de la 2G. Alors, je dois dire, la 2G, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais là, j'en réentends parler maintenant, parce qu'on entend parler de la fin du réseau de la 2G. Et alors, grâce à la fin de ce réseau, en fait, j'ai découvert qu'il y a plein de choses qui fonctionnaient avec la 2G, notamment des ascenseurs. Donc, alors, quel va être l'impact de la fin de la 2G? Est-ce qu'il va falloir changer tout ce matériel? Alors on est en discussion avec les constructeurs parce qu'effectivement c'est une technologie quand même qui est de moins en moins utilisée mais encore de manière très ciblée et notamment les ascenseurs. Donc voilà, il y a des synergies évidemment qui se font, on discute avec les constructeurs, mais ce qu'il faut savoir c'est que la 2G, la 3G, c'est quand même encore 30% à peu près 30% de la consommation énergétique des réseaux. Donc décommissionner le cuivre, puisque ce sont les réseaux cuivre, là encore, ça va être des gains d'énergie qu'on pourra réaffecter pour absorber de plus en plus de données, puisque le trafic continue de monter. Et j'ai aussi découvert une deuxième chose en préparant cette émission, c'est que j'étais un boomer. Voilà, j'ai 31 ans, mais je suis un boomer parce que j'ai une Livebox. Voilà, en fait, il y a 20% pardon, des 18-39 ans qui n'ont plus de box. Voilà, aujourd'hui, quand on est jeune, on n'a plus de box, on utilise plutôt son téléphone portable. Et est-ce qu'on se dirige vers la fin des box? Non, justement, parce que les box, c'est bien avec le Wi-Fi, et puis les box aussi, c'est plein de fonctionnalités potentielles. Voilà, un autre sujet qui est aujourd'hui un pilier important de notre politique RSE, c'est tous les sujets de surexposition des enfants au réseau, comment on les accompagne dans des meilleurs usages du numérique. Et par exemple, grâce aux nouvelles box, potentiellement, on vient d'en lancer une au Maroc, on peut avoir un monitoring très précis de qui a consommé quoi, combien de temps, où, contrôle parental plus, etc. Et tout ça, on en a, voilà, c'est dans les box. Bon, on a aussi lancé le Safer Phone en France avec justement quelques fonctionnalités pour protéger au maximum les enfants des dangers du numérique. Mais voilà, la box restera un allié incontournable sur ce sujet, en tout cas. En tout cas, sur le sujet de la sécurité des enfants, voilà, c'est aussi un outil donc pour aider à ça. Alors, je l'ignorais. Et donc, pour rester chez les jeunes, à chaque fois que je m'exclus des jeunes, ça me fait mal au cœur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Sur le volet social, justement, comment est-ce que vous les éduquez, justement, les jeunes? J'ai vu que Orange avait une politique donc, d'inclusion numérique, mais aussi d'éducation numérique, et vous parlez aussi du cyberharcèlement. Voilà, tout ça est intimement lié, finalement, dans le numérique.
Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque impossible de protéger les jeunes, que quand on est face à un écran, en fait, on est face à un monde qu'on ne maîtrise plus. Comment est-ce que Orange aide les jeunes à avoir les armes, justement, pour faire face à ce monde numérique ? On a lancé une grande campagne de sensibilisation, For Good Connection, et on s'est beaucoup appuyé sur nos partenariats avec la Fédération française de football, par exemple, pour proposer des actions un peu ludiques, mais pour leur faire prendre conscience des dangers. Je pense par exemple on prend un stade de foot, des gamins qui jouent au foot d'habitude, mais on reproduit l'image, enfin c'est des jeux de rôle, le hacker qui poursuit sa cible, etc. Et donc ça, on a aussi un jeu de cartes, les magiciens du numérique. On a une sorte de, sur le modèle de la fresque du climat, on a la fresque de la confiance numérique, enfin la fresque du numérique pour faire prendre conscience aux dangers. On dispense d'ailleurs ces ateliers dans nos Orange Digital Centers aussi. Donc voilà, c'est vrai que le travail est colossal, mais on voit bien comment la société s'empare de plus en plus de ce sujet parce que ça devient un problème de santé mentale. Alors, il y a une question donc d'inclusion numérique, voilà, c'est une chose, mais il y a aussi un problème d'électronisme. J'ai vu en France, 15% des Français sont électroniques, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas qui donc ne savent pas se servir, ou en tout cas n'ont pas accès justement à l'électronique. Et est-ce qu'il y a des leviers peut-être pour des grandes entreprises comme la vôtre pour aider les gens justement à aller vers le numérique ? Alors oui, là aussi on a des programmes, alors pour les seniors, beaucoup de seniors figurent parmi ces personnes considérées comme dans l'électronisme. Donc on a des ateliers solidaires, on a aussi des ateliers en boutique, on a aussi des offres, parce qu'il y a aussi des sujets, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a des sujets aussi d'accès tout simplement au forfait, en dépit de la guerre des prix, à des forfaits low cost, etc. Mais certaines familles n'ont pas les moyens d'être connectées. Et là, on a ce qu'on appelle l'offre coup de pouce pour justement, et qui comprend en plus un ordinateur, parce que de plus en plus d'écoliers, enfin de collégiens, travaillent sur ordinateur, et donc ça veut dire qu'il y a un décalage, et donc voilà, on a aussi cette offre là, donc on essaye et sans compter puisqu'on parle d'accessibilité, ce qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est tout ce qui est autour du handicap, comment on accompagne, on a des outils pour des personnes dyslexiques, enfin voilà, tout ça est un élément important de notre stratégie RSE. Alors maintenant que je me suis auto-caractérisé comme boomer, regardons un peu vers le futur, l'intelligence artificielle. J'ai vu dans votre plan stratégique Lead the Future, avec cet accent parfait, que l'intelligence artificielle avait sa part. Évidemment, aujourd'hui, c'est absolument incontournable, mais il y a aussi la face cachée de l'intelligence artificielle. Justement, vous disiez que dans votre scope 1, il y avait donc la consommation d'énergie, le scope 2, c'est la consommation d'électricité. Et est-ce que le développement de l'intelligence artificielle, il est paradoxal, parce que d'un côté, si on passe à côté, on passe un peu de la révolution du siècle finalement, mais ça va demander aussi une consommation d'énergie gigantesque. Comment est-ce que vous gérez ce paradoxe ? Effectivement, cette technologie, tout dépend de l'utilisation qu'on en fera. Elle peut apporter le meilleur comme le pire. Alors côté énergie, le meilleur, c'est effectivement toute la capacité prédictive liée à l'intelligence artificielle qui permet de prévenir les pannes, donc les interventions, qui permet de gagner en efficacité énergétique pour nos réseaux. Donc ça, c'est le versant positif. Le versant négatif, c'est surtout c'est l'IA générative qui est très énergivore. Et donc là, de toute façon, on a été très clair. On a été une des premières entreprises à lancer une charte éthique de la data et l'IA. Et c'est vraiment c'est notre table de la loi. C'est chez nous, chez Orange, l'IA sera responsable ou ne sera pas. Donc charte éthique. On est aussi une des toutes premières entreprises à s'être dotée d'un conseil éthique
qui rassemble des personnalités externes, qui émet des avis consultatifs sur des use cases très concrets qu'on leur présente. Et donc, c'est voilà, des scientifiques, il est présidé par Étienne Klein. Donc c'est vraiment... Et leur avis nous compte pour nous. Et puis là, on vient de mettre en place un outil pour évaluer l'énergie consommée par les solutions IA que l'on retient avant la mise sur le marché, avant l'utilisation. C'est-à-dire, on a une solution IA qui nous intéresse, avant de dire go, on l'implémente, on mesure son impact carbone. Et est-ce que cet après, impact... on prend la décision ou pas. Alors ça fait débat, parce qu'on est une entreprise de la tech, donc on a des techno-push, et puis on a ceux qui poussent pour une IA plus frugale. Mais par exemple, voilà, à un moment, il était question de mettre à disposition des collaborateurs un logiciel IA super pour faire des films, des super images, etc. Alors, autant il peut être utile pour les équipes de com, mais il n'y a pas de raison que le technicien d'intervention enfin, voilà, il n'en a pas l'utilité dans son travail. Et donc, après de grands débats, on a décidé de limiter ce logiciel à ceux qui en ont vraiment besoin. Et entre les prédictions, justement, que vous aviez sur l'IA et l'utilisation réelle, est-ce que vous êtes dans les clous? Est-ce que cette consommation est plus élevée, moins élevée que prévu? Pour l'instant, on est dans les clous. Il y a aussi quand même des paramètres qui aident. Quand les data centers où sont stockées les données, etc., sont alimentés à l'énergie renouvelable, c'est moins pire que s'ils étaient alimentés au fuel ou je ne sais quoi. Donc, mais c'est vraiment un sujet qu'on surveille comme le lait sur le feu, qui est tout le temps à la table du COMEX maintenant. Et on a été précurseur aussi sur un autre volet qui est très important, c'est sur les biais de l'intelligence artificielle. On a fondé la charte de l'intelligence artificielle éthique, mais avec GenderScan. Donc concrètement, pourquoi on a fait ça? On s'est rendu compte, il y a un exemple emblématique d'un géant de la tech américaine. Recrutement, voilà, il n'y avait que des CV, l'IA ne sortait que des CV masculins, tout bêtement parce que les gens qui avaient entraîné cette IA, c'était que des mecs qui s'étaient basés sur les dernières personnes recrutées qui étaient que des hommes aussi, et donc leur algorithme éliminait systématiquement les CV féminins. Donc voilà, gros biais qui a été corrigé depuis, mais dans la représentation... Moi, je me souviens très bien, ça avait fait rire tout le monde. J'ai fait un atelier avec mon équipe rapprochée pour tester ensemble notre solution interne. On a une solution interne qui s'appelle Dis-nous tout, qui nous permet aussi de mieux maîtriser, parce qu'on ne met que des features à chaque fois les moins énergivores possibles, les solutions les moins énergivores. Bref, atelier, et donc tous s'amusent pour rire à taper mon nom sur le logiciel image, mais celui qui n'est pas énergivore, hein, pas le plus énergivore. Donc tous s'amusent à taper mon nom, et l'image qui sort, évidemment, n'était jamais la même, mais il n'y en a pas une seule où j'avais les cheveux frisés, comme dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que l'algorithme se dit, alors membre du comité exécutif d'un grand groupe du CAC 40, Elisabeth, il a bien compris que j'étais une femme, parce que sinon, voilà, si ça avait été un Dominique, un nom comme ça, il aurait sorti un homme sans doute. Il aurait regardé. Et puis surtout, comme il n'y a que 2 femmes d'origine africaine dans l'ensemble des comités exécutifs du CAC 40, eh bien, il y a imaginé plutôt une Elisabeth Chungui vraiment très très claire de peau, limite blanche, et puis avec les cheveux châtains et lisses. Donc voilà, encore des biais. Donc il a pris tous les stéréotypes.
et ensuite il a donné cette image tronquée. Donc comme quoi, oui, l'intelligence artificielle, faut quand même un petit peu la remettre au goût du jour et lui expliquer le monde moderne. J'ai une dernière question avant la partie sucrée de l'émission. Est-ce que vous vivez au quotidien ce qu'on appelle le backlash, le retour de bâton écologique? Alors au début c'était surtout aux États-Unis avec la réélection de Donald Trump, mais on voit qu'en Europe il y a quand même aussi un petit retour en arrière qui commence à se faire. Et est-ce que ce retour de bâton, ce retour en arrière écologique, vous le percevez? Pour le moment c'est juste une idée, vous le vivez? Où est-ce que vous en êtes? Moi, je le vois autour de moi, c'est sûr. On voit des reculs. On voit alors les entreprises qui s'assoient sur leurs engagements, beaucoup aux États-Unis. On voit celles qui continuent, mais qui communiquent moins. Ce sont je pense à des entreprises françaises qui ont des gros business aux États-Unis, donc elles continuent quand même de faire des choses, mais ne mettent plus forcément en avant. J'en connais qui ont nettoyé un peu leur site internet, institutionnel, etc. Oui, je ne donnerai pas de nom. Et puis, il y a des entreprises comme nous, comme Orange, qui ne lâchons rien. On a la chance d'avoir une PDG courageuse et convaincue. Et donc, voilà, on ne lâche rien sur nos engagements sur la décarbonation, mais même si, évidemment, ce sont des dilemmes permanents, parce que le plus dur reste à faire dans la trajectoire, parce que maîtriser notre consommation énergétique, utiliser au maximum l'énergie non renouvelable, c'est à notre main. Mais maintenant, il va falloir engager nos fournisseurs. Et là, c'est plus dur. Que fait-on quand on a un fournisseur qui nous fixe des prix particulièrement intéressants, mais qui n'est pas le mieux disant en termes de carbone? Donc c'est toutes ces réflexions qui nous traversent. On construit des outils de prise de décision, d'aide à la prise de décision d'ailleurs. Donc voilà, le chemin est long, mais fort de nos résultats atteints à la fin du plan, là, j'en ai juste un qui reste à atteindre, mais je suis confiante, ce sera le cas d'ici la fin de l'année, c'est bientôt. Donc voilà, fort de ces résultats qui s'annoncent solides sur le plan de nos objectifs RSE, voilà, on est motivé pour gravir le reste de la montagne. Elisabeth Chungui, je vais clôturer cette émission en vous posant les 2 questions que je pose à chacun de mes invités. C'est: au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi seriez-vous prête à vous passer et de quoi ne seriez-vous absolument pas prête à vous passer? Et traditionnellement, je réponds à la seconde question en disant que moi, je ne pourrais absolument pas me passer d'une part de flan. Voilà, c'est absolument impossible. Voilà, même dans un monde à 8 degrés, je continuerai à manger du flan. Et donc, j'apporte toujours une petite part de flan à mes invités. Et vous avez de la chance parce que juste de l'autre côté de la rue du siège d'Orange, il y a la meilleure pâtissière du monde, c'est Nina Métayer. Absolument. Donc vous avez un petit flan de Nina Métayer. Voilà. Merci. Donc je vous offre ça. Merci beaucoup. Et puis c'est donc un menu végétarien. puisque j'allais répondre à votre première question par je serais prête à me passer de viande. On me dira alors l'impact est pas si négligeable, etc. Ben non, je suis désolé, les élevages bovins en Amazonie, voilà, quoi, donc, et pas que. Donc, et je ne pourrais pas me passer, je sais, c'est pas bien, de 2 choses. Prendre l'avion, parce que quand une partie de sa famille et que ses racines sont à 6000 km de là où on travaille, et ben voilà, on a quand même besoin de son grand village. Mais je plante des arbres, je plante des arbres. Et sur l'aviation, toute la question est là. Et l'idée, c'est de voyager moins, mais de donner ça uniquement aux voyages utiles, notamment pour retrouver sa famille. Voilà. Et puis, je ne pourrais pas me passer de mon téléphone, parce que le numérique offre quand même des opportunités, hein, s'il est bien maîtrisé, et s'il est utilisé à consommer avec modération, en somme. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous demander qui est votre opérateur, évidemment. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre franchise. Merci beaucoup, Elisabeth Chungui. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Comme je vous l'expliquais en début d'émission, la périodicité va devenir désormais variable. Pensez donc bien à vous abonner sur les plateformes de streaming pour être sûr de ne rien rater à l'avenir. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur cet épisode et tous les autres, et aussi à donner 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Je ne vous dis donc pas, comme d'habitude, à dans 2 semaines, mais plutôt à très bientôt, car c'est loin d'être fini.